Donc, je ne suis pas un spécialiste de la loi de Fourier, mais au cours des dernières années, la plupart des conférences auxquelles j'assiste parlent beaucoup de la loi de Fourier. Et donc, ça m'a donné envie de vous montrer un peu l'état actuel des travaux ou des questions qu'on se pose à propos de la loi de Fourier. Avant de commencer, donc, je vais faire un peu un historique qui va du moment de la loi de Fourier jusqu'à maintenant, en présentant certains des travaux actuels. Et avant de commencer, j'ai envie de vous montrer cette citation de Victor Hugo qu'on trouve dans pas mal de biographies de Fourier. Et il parle de Fourier comme quelqu'un qui était célèbre mais que la postérité a oublié, et d'un autre Fourier, Charles Fourier, dont l'avenir se souviendra. Donc il semble que finalement le jugement n'était pas si bon que ça. Et la loi de Fourier, donc, c'est, comme beaucoup de gens ici le savent, c'est une loi très simple qui relie le flux d'énergie ou le flux de chaleur dans un système qui se trouve en contact avec deux thermostats de températures différentes. Donc, on a un système et le flux de chaleur est proportionnel à la différence de température, quand la différence de température est faible. Mais surtout, la chose qui est très importante, c'est que ce flux de chaleur est inversement proportionnel à la longueur du système. Plus le système est long, plus le flux de chaleur est petit. Donc c'est ça la loi de Fourier. Et une des questions, c'est est-ce qu'on arrive à l'expliquer? Pas uniquement à la vérifier expérimentalement, mais est-ce qu'on arrive à l'expliquer? Alors, une autre façon de l'écrire, c'est d'écrire ça dans un espace tridimensionnel. Le flux devient un vecteur et K devient TA moins TB, ça devient juste le gradient de la température. Donc ça, c'est la façon dont on écrit la loi de Fourier, dont on l'apprend à l'école. Mais souvent, dans les cours de physique, en fait, on passe assez vite là-dessus. Il y a un coefficient de transport qui est ce coefficient K, qu'on suppose donner, et puis on essaye de faire des choses avec, mais finalement, on n'a pas une explication réelle de l'existence de ce coefficient de transport qui est K. Alors, quand on prend cette loi de Fourier, qu'on y ajoute ce qu'on appelle une équation de continuité en mathématiques, ou que les physiciens appellent une équation de conservation, eh bien, on arrive à l'équation de la chaleur, dont il a été question déjà aujourd'hui, qui est encadrée ici. Et une des propriétés de cette équation de la chaleur, c'est que le profil de température à travers un système qui est en contact avec deux thermostats des températures différentes, ça va être un profil linéaire. Et c'est important de parler de ce profil linéaire parce qu'on va voir tout à l'heure que profil linéaire, ce n'est pas toujours ce qu'on voit. En particulier, bon, dans le cadre de... Si on s'enfonce dans la Terre, eh bien, il y a une loi, enfin au moins pour des couches superficielles, qui donne que le profil de température est d'environ 1 degré tous les 30 mètres. Donc ça avait été vérifié, et donc c'est un peu à l'origine de l'intérêt pour cette conduction de la chaleur. Alors cette loi de Fourier, en fait, c'est un cas particulier. Tout au long du XIXe siècle, il y a eu d'autres lois qui sont les cousines de la loi de Fourier. L'une des plus connues, c'est la loi de Fick, où au lieu d'avoir deux thermostats, on va avoir un gradient de densité de particules, et on va s'attendre à ce que le flux du nombre de particules soit proportionnel au gradient de densité. C'est ce qu'on appelle la loi de Fick, mais il y a bien d'autres lois qu'on apprend à l'école ou qu'on apprend comme étudiant en physique. La loi d'Ohm, hein, tout le monde sait que c'est la résistance électrique. Si vous prenez une résistance 2 fois plus longue, eh bien, le courant va être 2 fois plus petit. Et puis, il y a d'autres effets, des effets croisés, Seebeck, Peltier, etc., qui ont à voir avec des couplages entre la température et le courant électrique, par exemple. Et une des questions vraiment importantes, c'est ce coefficient K, ce coefficient de transport, c'est de savoir comment on le détermine. Alors, ces coefficients apparaissent donc dans tous ces contextes, et peut-être un progrès que je voudrais mentionner, qui date des années 30, c'est ce qu'on appelle les relations d'Onsager, qui a montré que ces coefficients de transport ont un caractère croisé. Donc, la loi de Fourier qui est en haut, c'est le courant d'énergie ou le courant de chaleur qui est proportionnel au gradient de la température. La loi de Fick, c'est le courant de particules qui est proportionnel au gradient de densité. Et puis, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que
Si on met un gradient de température, ça peut induire un courant de particules. Si on met un gradient de densité, ça peut induire un courant de... si on met un gradient de densité, ça peut induire un courant d'énergie. Et la grande découverte d'Onsager, qui date de 1931 et qui lui a valu le prix Nobel, en fait, Onsager est un physicien connu aussi des mathématiciens, et pour ses travaux d'ordre physique-mathématique, mais là, il a reçu le prix Nobel de chimie pour avoir montré que ces coefficients, en fait, ont une certaine symétrie à condition d'introduire les bonnes forces, c'est-à-dire, vous voyez que dans la loi de Fourier, on a J qui est proportionnel au gradient de la température, mais il faut l'écrire non pas comme le gradient de la température, mais le gradient de l'inverse de la température. Pareil pour la densité, il faut l'écrire en termes de potentiel chimique. Et si on fait ça, il y a une symétrie qui a une origine théorique assez profonde entre les coefficients LEN et Ln. Bon, ça, c'est un peu, finalement, tout ce qu'on peut dire de simple sur ces coefficients de transport, mais la question qui reste, et qui a son importance, c'est comment on les détermine, ces coefficients de transport. Et donc, la théorie telle qu'elle doit s'établir, c'est de partir d'une description microscopique que j'ai schématisée ici en disant j'ai un système de particules, ces particules ont une énergie cinétique, elles interagissent entre elles avec un potentiel qui est écrit ici. Et maintenant, est-ce que si je mets ça dans mes calculs, si je pars uniquement de ça, est-ce que je trouve la loi de Fourier ou pas? Alors, dès qu'on essaye de faire ça, on se rend compte qu'il y a une difficulté majeure, c'est qu'on est en train d'essayer de décrire un système qui n'est pas à l'équilibre. Quand un système est à l'équilibre à une certaine température, on a depuis la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle cette loi de Gibbs-Boltzmann qui nous dit je prends n'importe quelle configuration du système, c'est-à-dire la donnée de toutes les vitesses et de toutes les positions, et à l'équilibre, la probabilité d'observer le système dans une configuration est donnée par le poids de Boltzmann, un coefficient de normalisation près que je n'ai pas écrit. Donc ça, c'est très simple, et d'une certaine manière, ça fait l'impasse sur la dynamique du système, ça fait l'impasse sur la façon dont le système est couplé au thermostat. Essentiellement, on se donne cette formule, on essaye de faire un calcul avec. Et dès qu'on est dans un système qui est en contact avec deux thermostats à des températures différentes, eh bien, la mesure PC est inconnue. On n'a pas une formule, jusqu'à présent, qui permet de généraliser cette formule de Boltzmann. Si on l'avait, le flux d'énergie serait simplement, j'ai écrit là une formule dans le cas où on aurait un système unidimensionnel, serait simplement donné par l'expression qui est là. Donc en fait, si on avait la mesure, on pourrait trouver le flux d'énergie immédiatement, mais malheureusement, on n'a pas de formule, et donc c'est ça qui rend les choses difficiles. Alors, quelles sont les difficultés qu'on doit affronter? D'abord, contrairement au cas à l'équilibre, eh bien, il faut vraiment dire comment on interagit avec ces thermostats. Évidemment, si je vous dis qu'un système est en contact avec un thermostat à une température TA et un autre à une température TB, ben c'est déjà pas si bien défini que ça, parce que je pourrais mettre une grande couche d'isolant au début ou à la fin, qui ferait qu'en fait, il serait très peu couplé à un des deux thermostats et beaucoup plus à l'autre, et qui fait que ce qui va se passer à l'intérieur du système va dépendre de la couche d'isolant que j'aurais mis au bord. Donc, en fait, finalement, c'est important de savoir comment représenter les thermostats. Une question qui est finalement importante, sous-jacente à cette question de la loi de Fourier, c'est quand un système n'est pas à l'équilibre, qu'est-ce que veut dire la température? Pour un système à l'équilibre, on peut avoir différentes définitions de la température. Par exemple, on peut regarder comment l'énergie moyenne du système autour d'un certain point, ou bien l'énergie cinétique moyenne autour de ce point. Mais dès que le système est hors d'équilibre, ces différentes définitions de la température ne sont pas forcément équivalentes, et donc il faut se poser la question d'une bonne définition. Alors, ce que les physiciens aiment souvent faire, c'est de faire de la théorie des perturbations. Ils connaissent, ils savent résoudre un problème, et puis quand on est tout près d'une situation qu'ils savent résoudre, ils essayent de mettre en œuvre une théorie de perturbation. Et donc on pourrait se dire, bon, quand la différence de température est très faible, est-ce qu'on peut faire une théorie de perturbation en TA moins TB comme petit paramètre? Et en fait,
ça échoue complètement et il y a de multiples raisons pour lesquelles on n'est pas capable de faire ça. Donc, tout ça pour dire qu'on a du mal à calculer ces coefficients de Fourier. Je dis qu'au départ, c'est un problème hors d'équilibre, mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que malgré tout, on pourrait essayer de déterminer les coefficients de transport purement par des propriétés d'équilibre. C'est ce que je vais montrer dans mon prochain transparent. Et une autre difficulté qui se produit, c'est que si on prend les modèles de physique les plus simples, ceux par lesquels on commence habituellement, eh bien, ils ne vérifient pas du tout la loi de Fourier. Donc ça aussi, je vais revenir là-dessus. Et une des raisons pour lesquelles ça se produit, c'est que les systèmes les plus simples ne sont pas assez chaotiques. Donc, ce dont je vais commencer, le premier point que je vais aborder, ça nous fait arriver au début du XXe siècle, c'est les relations d'Einstein et Smoluchowski et Green-Kubo. Et donc, la loi de Fourier, c'est d'essayer de déterminer le courant d'énergie dans la géométrie que j'ai montrée entre deux sources à des températures différentes et d'essayer de déterminer ce coefficient de transport qui s'appelle D ici, tout à l'heure il s'appelait K. Et j'ai changé son nom parce que tout à l'heure c'était K sur L, alors que ce que je suis en train de dire là, ça s'applique même à des situations qui ne vérifient pas la loi de Fourier. Et ce qu'ont montré Einstein et Smoluchowski, c'est que ce coefficient de transport, en fait, on peut très bien le comprendre uniquement en regardant un système à l'équilibre. Si on regarde le système, on met la même température des deux côtés, malgré tout, il va y avoir un flux de chaleur qui va fluctuer entre les deux thermostats. Il va y avoir de l'énergie qui va être échangée entre le premier thermostat et le système, de l'énergie avec le deuxième thermostat. Et si on arrive à comprendre les fluctuations de cette énergie, cette variance, eh bien, ça donne le coefficient de transport. Donc, en fait, pour trouver le coefficient de transport, ce n'est même pas la peine d'être à deux températures différentes. Le seul problème, c'est que si on veut calculer cette variance, ou si on veut la mesurer dans des simulations, en fait, il faut comprendre la dynamique du système. Et vous vous souvenez tout à l'heure, dans l'équilibre de Boltzmann, il n'était pas du tout question de dynamique. Si on essaye de déterminer ce coefficient de transport, en fait, une façon de le faire, c'est ce qu'on appelle la formule de Green-Kubo, qui doit dater des années 50, et qui dit qu'il faut comprendre les corrélations de courant à des temps différents. Et si on a ces corrélations, on arrive à avoir le coefficient de transport. Donc, tout ça pour dire qu'on peut même déterminer ces coefficients de transport en ne travaillant qu'à l'équilibre, mais malheureusement, ce qu'on a à faire, c'est trop difficile parce qu'il faut comprendre la dynamique suffisamment bien. Alors, qu'en est-il des modèles les plus simples qu'on peut imaginer? Les modèles les plus simples, c'est d'une part un gaz parfait, c'est-à-dire des particules qui se déplacent dans un volume sans interagir, ou bien une chaîne harmonique. Donc, je vais commencer par le gaz parfait. Et le gaz parfait, en fait, on peut calculer le courant d'énergie facilement, mais une des difficultés avec le gaz parfait, c'est que les particules traversent l'échantillon sans se voir, il n'y a aucune collision, et donc si vous avez un système qui est en contact avec deux thermostats, les particules qui ont vu pour la dernière fois le thermostat à la température TA vont avoir une distribution qui est une gaussienne à la température TA, et ceux qui viennent de voir pour la dernière fois le thermostat à la température TB vont avoir une gaussienne à la température TB. Donc pour la géométrie que j'ai montrée tout à l'heure, la distribution de vitesse, ça va être deux demi-gaussiennes, et ça ne va pas du tout être une gaussienne. Ce qui veut dire que le système, ce n'est pas du tout équilibré. Vous êtes n'importe où à l'intérieur de votre gaz, vous allez avoir une distribution qui n'est pas gaussienne, donc vous ne pouvez pas définir de température. Si vous avez envie de définir une température comme l'énergie cinétique moyenne, vous allez trouver un profil plat, qui n'a rien à voir avec le problème, le profil linéaire dont on avait parlé, qui finalement est une conséquence de la loi de Fourier. L'autre modèle le plus simple qu'on peut imaginer, c'est d'imaginer que vous avez un solide isolant et que ce solide, c'est simplement des masses qui interagissent entre elles. Donc chaque atome est une masse. Et puis, si ne s'écarte pas trop de sa position d'équilibre, eh bien, vous avez un système de masse et de ressort. Et là non plus, pas de loi de Fourier. Le courant
ne dépend pas de L. Bon, j'ai écrit la formule, mais vous voyez que le courant ne dépend pas du tout de la taille du système, donc rien à voir avec la loi de Fourier. Et dans le cas de la chaîne harmonique, en fait, c'est un gaz de phonon, c'est-à-dire les particules qui transportent le son, finalement vont transporter l'énergie, et ce gaz de phonon, c'est un peu plus compliqué qu'un gaz parfait, mais essentiellement, on n'observe pas de loi de Fourier, et on observe de la même façon un profil de température qui est plat. Alors, il y a aussi les systèmes intégrables qui se comportent exactement de la même façon, sauf que les interactions sont plus compliquées, mais il y a encore toute une famille de systèmes pour lesquels on n'observe pas la loi de Fourier. Alors, bon, en dehors de ça, il y a assez peu de choses que l'on sache résoudre précisément, mais on peut faire des approximations. J'en ai fait une liste ici un peu rapide. On peut essayer de faire une approximation où localement il y a une espèce d'équilibre. Donc essentiellement, c'est de supposer qu'il y a un profil de température qui varie lentement. Pour les gaz, il y a quelque chose qui marche assez bien. C'est essentiellement de prendre la formule que j'ai écrite tout à l'heure pour le gaz parfait, qui ne vérifie pas la loi de Fourier, et de dire que cette formule, elle est valable sur une espèce de libre parcours moyen microscopique qu'on introduit un peu à la main. Et là, on retrouve la loi de Fourier pour des gaz. Ou bien on peut utiliser l'équation de Boltzmann. Et si on travaille avec l'équation de Boltzmann, elle est compliquée, mais on arrive à la loi de Fourier. Pour les solides, en fait, comme je le disais, c'est un gaz de phonon et il faut écrire une équation de Boltzmann qui est plus compliquée, un peu plus compliquée pour ce gaz de phonon. Mais en fait, qu'en est-il en réalité? Et alors, au cours des dernières 20 dernières années, en fait, les gens ont essayé de faire des calculs numériques assez poussés pour essayer de voir cette loi de Fourier. Ils ont essayé de l'étudier surtout à une dimension, disons en 3 dimensions. Il suffit de faire l'expérience en faisant un trou dans la Terre pour voir que le profil linéaire est bien satisfait. Mais ils ont essayé de regarder des systèmes à plus basse dimension, et en basse dimension, en général, les fluctuations sont plus importantes. Et ce qui a été observé, c'est qu'au lieu d'observer la loi de Fourier, qui est que le courant est proportionnel à la différence de température divisée par L, on suppose que cette différence est petite de température, on observe dans les simulations ce qu'on appelle la loi de Fourier anormale, où au lieu d'être 1 sur L, c'est 1 sur L à une certaine puissance, 1 moins alpha, avec des alphas qui, selon les simulations, varient entre 0,3 et 0,5. Ce que j'ai schématisé ici, c'est-à-dire qu'on regarde le courant en fonction de la taille, on voit une loi de puissance qui n'est pas 1 sur L, qui est autre chose. Et ça a beaucoup excité les gens pour essayer de comprendre l'origine de cette loi de Fourier anormale. De la même façon, si on définit une température, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas complètement évident de définir une température, mais par exemple, on peut regarder localement quelle est l'énergie cinétique. Eh bien, on observe un profil de température qui n'est pas linéaire. Même si la différence de température est très faible. Ce qui est très, très étonnant, parce que la chose la plus simple, c'est de se dire s'il y a 2 températures au bord, TA et TB, qui sont très proches, la chose la plus naïve, la plus normale, c'est de dire, à l'intérieur, il y a une température qui est une espèce de droite qui interpole entre les deux. Eh bien, non. Ce qui se passe, c'est que même si la différence de température est très faible, eh bien, on observe un profil comme celui que j'ai dessiné ici. Ça, c'est des simulations que nous avons faites. Nous sommes loin d'être les experts mondiaux de la question. C'est juste en prenant un petit modèle. Donc c'est juste parce que j'ai trouvé plus facile de trouver la figure dans mes données à moi que dans celles des autres. Mais autrement, ça n'a rien de particulier. Mais juste pour vous indiquer ce que prédiraient les approximations qu'on fait habituellement, ce que prédit par exemple l'équation de Boltzmann. L'équation de Boltzmann prédit un profil linéaire dans le cas présent. Et le vrai profil, il n'est absolument pas linéaire. Encore une fois, c'est en dimension 1. Ces simulations. Alors, qu'est-ce que les gens ont essayé? Pour quel type de système on observe ces choses? Eh bien, on prend des modèles, on prend des modèles qui doivent avoir 3 quantités conservées, l'énergie, l'impulsion et la densité de particules. Mais ce qu'il faut, c'est surtout qu'il n'y ait pas d'autres quantités conservées, et c'est-à-dire qu'il faut que le système soit suffisamment chaotique pour que
il n'y a pas d'autres quantités conservées. Quand vous prenez un gaz parfait ou un système intégrable, il y a beaucoup d'autres quantités conservées, et donc, d'une certaine manière, ça empêche la théorie de se produire. Alors, quels sont les modèles que les gens ont regardés? Bien, des chaînes anharmoniques, donc avec des interactions qui ne sont pas quadratiques, mais plus compliquées, des gaz, ça c'est même ce qu'on pourrait appeler un gaz parfait, quasiment parfait, c'est un gaz avec des particules qui ont des cœurs durs. En fait, il se trouve qu'il faut prendre des masses alternées, autrement le problème se réduirait à un problème de gaz parfait. Ou bien, il y a des modèles qui ont été développés en particulier en France, et dont je vais dire un mot, qui sont des modèles où on a un système harmonique, c'est-à-dire des particules avec des interactions quadratiques, donc c'est cette chaîne de ressorts, mais de temps en temps, on échange la vitesse de deux masses voisines. Et ça, c'est un type de sujet que beaucoup de gens regardent actuellement, non pas parce qu'il décrit si bien que ça la réalité du monde, mais surtout parce qu'il est plus adapté aux méthodes dont on dispose pour essayer d'avancer sur ces problèmes. Et les méthodes que l'on utilise, je vous ai dit, on peut faire des simulations. La loi de Fourier anormale, elle est maintenant vue par de très nombreux groupes. Il y a une théorie récente, bien sûr que je n'ai pas du tout le temps d'aborder ici, qui est due à Herbert Spohn, qui repose sur ce qu'on appelle l'hydrodynamique non linéaire fluctuante. Et puis, il y a ces résultats exacts, dus en particulier au groupe de Holla et Bernardin, qui sont en France, et qui ont trait à cette chaîne harmonique avec flip de vitesse. Donc, j'en ai pour 2 transparents, 2 minutes. Alors, juste un mot pour dire quel est ce modèle. Donc, vous avez cette chaîne d'oscillateurs avec ses ressorts. Et puis, de temps en temps, avec une horloge poissonnienne, vous prenez 2 masses successives et vous échangez les vitesses. Alors, le premier résultat, c'est qu'ils voient la loi de Fourier anormale. Donc, ils arrivent à montrer numériquement et analytiquement qu'il y a une loi de Fourier anormale, ce qui est déjà quelque chose. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, si on fait ça dans un milieu infini, l'équation de la chaleur devient une équation de la chaleur fractionnaire, c'est-à-dire que le Laplacien est remplacé par le Laplacien à la puissance 3/4. Donc ça, c'est des résultats mathématiques qui ont entré à ce type de modèle. Il y a toute une famille de modèles actuels pour lesquels on arrive à ce type de résultats, éventuellement avec un exposant qui est ici différent. Bon. Pour terminer, donc, j'ai eu envie de citer un article, en fait, qui, à mon avis, a beaucoup motivé les gens pour travailler sur ces sujets et qui date de l'année 2000. Donc d'abord, il commence par dire, je résume, la première phrase que j'ai extraite dit que finalement, il y a très très peu de systèmes pour lesquels on sait montrer la loi de Fourier. La deuxième, et le type de système pour lesquels on sait montrer la loi de Fourier, essentiellement, c'est des particules qui n'interagissent pas avec des obstacles répartis de manière régulière dans l'espace. Que si on essaye d'ajouter des interactions, pour l'instant, personne ne saurait faire, et donc ils offrent une bouteille de très bon vin si quelqu'un arrive à le faire. Et la troisième, c'est une phrase qui est empruntée à Peierls, qui dit qu'à son avis, il n'y a pas d'autres problèmes en physique moderne sur lesquels il y a eu autant d'idées fausses qui se sont propagées et pour lesquels autant de choses essentielles ont été négligées. Donc j'espère ne pas faire partie, que mon exposé ne s'ajoute pas à cette longue liste. Et je vous remercie. On va passer aux questions. Qui veut prendre la parole d'abord? Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des systèmes physiques sur lesquels on peut effectivement trouver ces lois de Fourier anormales, des profils où c'est difficile? Il y a un certain nombre d'expériences où on voit des courants qui dépendent de la taille de manière aussi compliquée qu'on veut, mais souvent c'est parce qu'il y a des modes qui se propagent à travers le système sans être amortis. Donc en fait, maintenant que les théoriciens ont beaucoup parlé de ça, il y a des expérimentateurs qui trouvent des lois de Fourier anormales.
Mais dans la majorité des situations, Alors, la loi de Fourier, quand même, oui, on est rassuré. Surtout, ne laissez pas tomber la loi de Fourier dans vos applications pratiques. Bon. Oui, je voulais dire, en fait, ton exposé est assez perturbant parce qu'il signifie que ce qu'on enseigne en licence ou en master de mathématiques, comme quoi la température d'un système, comme fonction de l'espace et du temps, suit l'équation de la chaleur, en fait, c'est pas vrai en physique. C'est pas vrai à une dimension. C'est pas vrai à une dimension. Voilà. À 3 dimensions, oui, ça l'est. À 3 dimensions, ça marche mieux. D'accord. Dans mes tendres années, j'ai été amené à étudier l'évolution d'un système liquide-vapeur dans un réservoir cryogénique de haute capacité, donc avec des problèmes d'autres systèmes de transfert de chaleur que ce que vous avez évoqué, et puis également une propagation suite à un accident thermique dans un circuit primaire de centrale. Et là, on arrivait à des fonctions de Henkel. Ce n'est pas le sens de ma question. Vous avez cité Gibbs, qui est surtout très connu pour la loi de Gibbs au voisinage des électrodes. Est-ce que la place... Fourier s'est intéressé un peu à la physico-chimie qui était effectivement totalement embryonnaire à son époque, mais est-ce qu'il a quand même touché des phénomènes qui, après, ont été étudiés très rapidement par les deux disciplines? Enfin, le Gibbs dont je parle, c'est un Américain qui a essentiellement mis sous forme théorique la physique statistique au début du XXe siècle. Hein. C'est le même. Bon, peut-être, mais je connais moins ses travaux sur les électrodes. Mais, donc c'est plus d'un siècle ou un siècle après Fourier. Donc je ne pense pas qu'il y ait de relation, que Fourier ait pu reprendre ces choses-là. Mais... D'autres questions? Oui. Moi, j'avais juste une toute petite remarque par rapport à la première phrase qui est ici, que le seul système hamiltonien pour lequel on peut dériver la loi de transport, c'est un gaz de particules qui n'interagissent pas. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas vrai. On sait de démontrer pour un système de sphère dure, proche de l'équilibre, on trouve la loi de Fourier à partir de la dynamique des sphères dures. Donc ça date de 2000, hein. Donc c'est maintenant. D'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Oui. Juste une petite question. Est-ce qu'il y a des exposants anormaux, enfin, disons, est-ce qu'on en connaît beaucoup? Alors après, il y a différents types de situations. Il y a les exposants apparemment sont proches de 1/3. Attendez, donc l'exposant ici, il vaut 1/2 pour ces modèles qu'on sait résoudre exactement. Il vaut 1/3 dans les situations les plus courantes, mais pour certains systèmes à pression nulle, on trouve une autre valeur qui est 1/2. Et puis, il y a toute une série de travaux récents qui consiste à ajouter d'autres quantités conservées et qui montre qu'il peut y avoir que si on rajoute, au lieu d'avoir 3 quantités conservées, si on en rajoute d'autres, on observe d'autres exposants. Et c'est dans une certaine limite, par exemple, ils trouvent le nombre d'or, des choses comme ça. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à Bernard Derrida.